sans besoin. Mettez nos bouts, allez dans chemin. On allait, vaccine, la paix montée. Comme malade. Comme malade. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous allons commencer notre programme du dimanche habituel. Alors, aujourd'hui, nous n'aurons qu'un point d'actualité spéciale. Vous pensez bien qu'avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, nous profiterons pour faire un certain nombre de déconstructions et de porter des informations pour pouvoir analyser ce qui se passe. Ensuite, nous allons écouter donc, les informations nationales présentées par Thierry Joseph Angélique, mais par la suite, nous aurons la retransmission des interventions qui se sont déroulées dimanche dernier, puisque vous savez, nous vous avions convié à une rencontre, la Cour des Fusillés à Fort-de-France, pour développer les positions du CNCP sur la situation politique actuelle et sur la façon de faire avancer la lutte d'émancipation du peuple martiniquais. Donc nous allons vous faire partager ces interventions-là et c'est après tout cela que nous pourrons avoir les échanges interactifs en passant par le 03 14 03. Alors ce bouleversement de programme s'explique bien entendu par la gravité de la situation en Europe et les retombées que ça peut avoir sur nous. Donc nous allons commencer avec une citation que vous connaissez certainement de Georges Clemenceau, chef de guerre, personnage plus qu'expérimenté et capable de faire une telle déclaration. On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Bon, vous savez que avant les élections, il n'est plus besoin de convaincre personne que la plupart des candidats sont dans un concours de mensonges et qu'après la chasse, tout le monde se vante d'avoir raté le plus gros gibier, d'avoir tué les plus... Bref, vous connaissez. En ce qui concerne la guerre, on fait cette citation-là, mais beaucoup de gens n'ont pas vraiment conscience de ce que signifie le mensonge en temps de guerre. Le mensonge qui justifie la guerre, le mensonge qui entretient la guerre. Et c'est précisément le cas dans le conflit qui concerne l'Ukraine. Mais nous avons parfois la mémoire courte quand nous écoutons les informations et que nous réagissons uniquement sous le coup de l'émotion. Faites un petit retour en arrière. Quand ils ont déclenché la guerre contre Saddam Hussein en Irak, vous vous souvenez, on disait qu'il avait la 4e armée du monde, qu'il avait, bon, tous les crimes, il avait des richesses, il était tortionnaire. Du jour au lendemain, cet homme qui était un allié des Occidentaux était devenu le diable. Et on nous a montré des images où, soi-disant, des soldats de Saddam allaient dans des hôpitaux arrachés, des perfusions des bras des malades, scènes qui avaient été filmées à Hollywood, etc. Et puis, danger de destruction avec des armes massives. Vous vous souvenez, ce monsieur Colin Powell qui présente la preuve avec des images et un petit flacon des armes chimiques. Quand ils ont fini de détruire ce pays, ils sont partis. Bon, ils sont partis. Leurs armées se sont arrêtées, mais en tout cas, ils ont pu voler les richesses du pays, s'appuyer sur des chefs de guerre, et aujourd'hui, l'Irak est dans un état de délabrement, de misère extrême. Mais les mensonges qui avaient été faits pour justifier cette guerre d'agression, mais ils avaient été repris massivement par l'opinion publique. Les gens étaient persuadés que c'était une bonne chose d'aller chasser ce diable de Saddam Hussein. Après, ça a été pareil pour Kadhafi. Après, ça a été pareil pour Gbagbo. Là, le prétexte, c'était qu'il avait truqué les élections et qu'il refusait de perdre. On est allé le chercher, qu'il a fait des crimes.
10 ans plus tard de prison, on dit on va la quitter. La Roumanie, rappelez-vous, pour justifier la révolution qui a saccagé le peuple de Roumanie et son pays, hein, on avait dit que Nicolas Ceausescu avait des enfants esclaves, qu'il avait des robinets en or dans ses toilettes, etc., etc. Et vraiment, c'était le diable. Ça a toujours été le cas. Mais chaque fois, on oublie cela, et puis on revient dans un cycle de mensonges qui ont exactement le même effet. Vous entendez dire que Poutine, c'est le diable. Poutine veut envahir un pauvre peuple gentil qui n'a rien fait à personne parce qu'il est expansionniste. Il faut aller défendre la démocratie. C'est parce que ce monsieur-là voulait mettre la démocratie en Ukraine qu'il est devenu l'ennemi juré de la Russie. Alors ça, c'est mensonge pour justifier la guerre. Et puis quand la guerre a commencé, il y a les mensonges évidemment pour entretenir le moral des troupes. On a toujours gagné, on a résisté. Alors l'Ukraine, les gens résistent, les civils, oui, ils s'entraînent, ils sont prêts à défendre leur pays. Vive le patriotisme. Et cet entretien du moral des troupes est nécessaire pour que les gens acceptent de se sacrifier, même si la cause est perdue. En fait, on défend, on cultive l'émotion comme partout. Voyez les reportages qu'on montre des enfants avec leurs poupées dans le métro. Ah oui, on a dû courir. Ah, ils ont bombardé un immeuble civil. Dans toutes les guerres, il y a des massacres civils. Quand les alliés, France, États-Unis, se sont vengés sur les nazis, bombardement de Dresde, etc., c'était des dizaines de milliers de civils qui mouraient, mais c'est les effets collatéraux. Quand les États-Unis bombardent en Irak, en Libye, il y a des civils qui meurent. Quand Obama bombarde en Afghanistan, c'est des effets collatéraux. On peut parfois présenter des excuses, etc. Mais vous comprenez bien, il faut défendre la patrie. Alors ça, c'est ça qui empêche que la majeure partie de l'opinion n'ait une position éclairée sur les conflits. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui avec cette émission, avec l'exemple de l'Ukraine, de nous donner des grilles pour bien réagir. Une guerre, c'est quelque chose de vraiment trop dramatique. Pour que nous ne fassions pas l'effort de comprendre les enjeux véritables et les conséquences que cette guerre-là peut avoir sur nos vies, à court terme et à long terme. Dans le cas présent, les choses peuvent aller très 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 loin avec ce qui se passe en Ukraine. Avant que les Russes ne massent leurs troupes en Ukraine, vous qui suivez cette émission fidèlement, depuis combien d'années nous ne cessons de dire voilà ce qui va se faire. Nous avions expliqué que les États-Unis et leurs alliés encerclent la Russie en prévision d'une guerre et que la Russie ne va pas accepter ça. Nous l'avions dit il y a des années et répété. De même qu'ils encerclent la Chine en prévision de la guerre qu'ils envisagent contre la Chine après avoir attaqué, affaibli la Russie et éventuellement l'Iran. Donc, il est clair que nous l'avions déjà dit, non pas parce que nous sommes des devins, non pas parce que nous avions dit ça au hasard, c'est parce qu'il y a des analyses scientifiques qui permettent de comprendre comment se déroulent les guerres, comment s'expliquent les affrontements, etc. Et c'est la chose la plus importante que nous devons essayer de comprendre à travers cette émission proposée, c'est comment naissent les conflits. Pourquoi il y a des insurrections? Pourquoi il y a des émeutes dans des pays? Pourquoi il y a des guerres de religion dans des pays? Pourquoi entre des pays il y a des conflits qui se développent? Alors, en règle générale, on donne des explications factuelles, ponctuelles. Là, une guerre a commencé parce qu'il y a eu un attentat à Sarajevo. C'est ce qu'on apprend dans le livre d'histoire. C'est un élément déclencheur, mais une guerre ne démarre pas parce qu'il y a eu un attentat. C'est parce qu'il y a des pays, des forces en présence qui se préparent et qui ont des intérêts différents. Au sein des pays même, quand il y a des émeutes, quand il y a des conflits,
religieux. On dit que ce sont des conflits religieux, mais ce sont des contradictions d'intérêts. Il y a des gens, par exemple, qui ont la religion protestante, mais la religion protestante est majoritaire dans un secteur de la bourgeoisie marchande en Europe. Or, cette bourgeoisie-là est en combat pour prendre le pouvoir. Elle va s'opposer à des couches, des classes qui sont majoritairement chrétiennes, catholiques, traditionnelles et qui ont des intérêts économiques différents. Le prétexte religieux ou les convictions religieuses qui peuvent accompagner ça viennent se greffer sur des contradictions d'intérêts économiques. Il en est de même pour la lutte entre les classes. Quand il y a des insurrections, bon, la bourgeoisie et le tiers-état ne pouvaient plus supporter la domination de la noblesse, ben, il y a eu la Révolution française. Hein? Et il y a, avant cela, pour prendre l'exemple dans les guerres féodales, en France, il y avait toujours des guerres entre les seigneurs. On voit les films, les séries télévisées. Bon, c'est parce que des seigneurs, avec leur domaine, avaient des intérêts contradictoires. Celui-là veut élargir son domaine, celui-là veut contrôler ceci. Ça, c'est au sein des pays. Mais entre les pays, c'est la même question des conflits d'intérêts qui expliquent que des guerres naissent. Alors, parfois, c'est simplement pour pouvoir garantir sa vie. Conflit autour de l'eau. Conflit pour avoir un accès à la mer. Mais parfois, c'est parce que la classe dominante qui est au pouvoir cherche à étendre son hégémonie, évidemment pour prospérer économiquement, et à conquérir des positions stratégiques pour contrôler le commerce mondial. C'est ça qui explique que quand on vient vous dire « Ah, Poutine est fou, Poutine c'est un méchant, Hitler c'est un scélérat, un diabolique, Néron c'est... » Ça, excusez l'expression, mais c'est un cache-sexe pour empêcher de voir les véritables oppositions de classe. Quand par exemple Hitler arrive au pouvoir, ça peut être quelqu'un qui n'est pas sain ou bien mentalement. Mais pourquoi il arrive au pouvoir? Ce n'est pas parce qu'il est fou, parce qu'il est puissant, parce qu'il est malin. C'est parce que des classes ont intérêt à développer le fascisme, une politique de guerre pour venger l'Allemagne des affronts qu'elle avait subis lors de la Première Guerre mondiale. Donc, ils appuient, ils financent Hitler. Le fait qu'Hitler soit malade mental, ce n'est pas ce qui est déterminant. Et on voit bien que la même classe qui soutient un gouvernement ou un chef d'État quelconque, ben, quand il ne sert plus, on le met dehors. En Afrique, il y a certains dictateurs qui étaient soutenus par la France, ils étaient armés, financés. Bon, quand ils étaient inopérants, plutôt, qu'il est trop discrédité, la France même organisait un coup d'État pour mettre une autre marionnette. Donc, il faut bien comprendre que les guerres, ce sont des affrontements menés par des classes, par des groupes très organisés, très puissants, qui ne cherchent qu'à défendre leurs intérêts. Et dans les dernières décennies, le prétexte principal des guerres, c'était le pétrole. On a vu ça pour l'Irak, pour la Libye. Pour l'Afghanistan, c'était le gaz. Il fallait empêcher que les ressources énergétiques de la mer Caspienne puissent emprunter un gazoduc qui allait traverser l'Afghanistan et ça aurait affaibli la position de domination des États-Unis. Donc il fallait trouver un prétexte. Ah, Ben Laden, Sprott Center, et puis on écrase, en tout cas on tente d'écraser l'Afghanistan. Mais c'était pour ça. Et cela avait été dit, écrit avant que la guerre ne commence en Afghanistan. On a parlé de l'Irak, etc. C'est toujours pour contrôler des zones. Et particulièrement pour ce qui concerne l'Ukraine, on va revenir sur cette affaire de gaz-là, il y a le transfert du gaz russe qui est en jeu. Mais je vais revenir sur cette affaire-là. Donc, pour bien cadrer ce qui se passe en Ukraine, il faut savoir
Mais vraiment, et cela peut être vérifié si on fait un effort de lecture, de recherche. Il s'agit d'une guerre commanditée par les États-Unis d'Amérique dans le cadre de leur stratégie globale de lutte pour le maintien de leur domination. C'est ça la guerre en Ukraine. Je vous ai rappelé qu'on avait déjà expliqué la tactique d'encerclement de la Russie, les troupes américaines se rapprochaient, certains pays adhéraient à l'OTAN, et quand on adhère à l'OTAN, s'il y a une guerre qui oppose le pays à la Russie, toutes les forces de l'OTAN sont autorisées à agir, c'est légal. Donc on a besoin que des pays adhèrent à l'OTAN pour pouvoir préparer la guerre contre la Russie et se rapprocher. Et la Russie a donné, pas un ultimatum, mais a rappelé quoi? Quand il y a eu, cela aussi est vérifiable, le dégel entre les deux camps, les deux blocs, autant Pacte de Varsovie, Union soviétique pour aller vite, et puis États-Unis et ses alliés. Khrouchtchev, suivi de Gorbatchev, il y a eu un accord qui avait été pris entre les États-Unis et la Russie. Il s'agissait de dire, bon, on fait la coexistence pacifique, mais les États-Unis, vous vous engagez à ne pas faire les forces de l'OTAN venir aux portes de la Russie. Et c'est James Baker, il me semble, je vais vérifier le nom tout à l'heure, qui avait parlé au nom des États-Unis, qui avait donné la garantie. Donc, il n'y a pas un traité écrit que les gens peuvent consulter là actuel. Les déclarations ont été reprises par les médias et bon, il y a un certain nombre de façons de confirmer, d'ailleurs personne ne conteste ça, que cet accord avait été pris. Et donc, quand les États-Unis vont armer l'Ukraine, qui est directement face à la Russie, c'est une rupture du contrat. Et Poutine, qui défend les intérêts de la Russie, dit « pas venir là, pas venir là ». Les États-Unis instrumentalisent l'Ukraine pour provoquer la Russie. Donc, ça c'est une première chose qui est importante. Oui, c'est bien James Baker qui représentait les États-Unis à ce moment-là. Donc, quand on dit qu'il y a une première cause, c'est que les États-Unis, comme on dit cette guerre, c'est qu'ils utilisent les pays européens pour pouvoir préparer leur offensive contre la Russie. Il y a un précédent historique qui est intéressant à comparer là, pour la position. Quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, l'Union soviétique est venue voir les pays européens pour leur dire « Hitler, c'est un nazi, c'est un fasciste. Il faut nous unir, il faut faire un pacte pour écraser Hitler. » Alors, pour ceux qui veulent des sources, je vous conseille de retrouver, il y a beaucoup de sources, mais l'histoire du Parti du travail d'Albanie, où l'ancien dirigeant Enver Hoxha rapporte les dates de réunion, les lieux où cela avait été proposé. Les Européens, sous influence des Américains, avaient dit « pas question ». Pourquoi? Parce que nous allons faire les nazis se retourner contre l'URSS et après on va pouvoir et on aura le temps de s'armer pour le combattre. Pourquoi? Parce que l'ennemi principal, ce n'est pas Hitler ou le nazisme, c'est le socialisme. Il ne faut pas que ce pays URSS, qui est en train de mettre à bas le capitalisme, se renforce. Donc, pas question de faire alliance. Ils ont refusé les propositions d'alliance avec la Russie. Alors, c'est à ce moment-là que la Russie avait signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie, de façon à elle se préparer à la guerre. Je ne pas faire chose là, je fais mon cavalier seul. Il se passe que Hitler a attaqué l'Europe en se
basant sur ce pacte de non-agression, en disant, quand j'aurai attaqué Hitler et l'Europe, je vais me retourner, je serai assez fort pour me retourner contre la Russie. Sauf que la Russie, elle s'est bien préparée, et puis c'est elle qui a écrasé l'armée nazie. C'est l'armée rouge qui a permis la défaite, principalement, il y a d'autres facteurs, mais principalement c'est l'armée rouge qui a permis de défaire le nazisme. Pourquoi je reviens sur cette histoire-là? C'est pour dire que ce qui se passe entre l'Europe et la Russie aujourd'hui, c'est une réédition. Les gouvernements européens préfèrent s'allier avec les États-Unis plutôt que de se débarquer de la politique de l'OTAN. Parce que leur ennemi principal, l'un des ennemis, c'est cette puissance rivale de la Russie qui est en compétition avec l'Europe. Et ça n'a rien à voir avec ni socialisme ni communisme, c'est une compétition impérialiste, interpuissance dominante. Alors là, nous avons dit que c'est la première cause, c'est que les États-Unis déclenchent cette guerre pour réaliser leur plan stratégique d'encadrement de la Russie. Je vais revenir tout à l'heure sur les opérations même. Mais il y a une deuxième question plus importante, et c'est là, compatriotes, qu'il nous faut réfléchir. Le deuxième aspect de cette lutte-là, c'est que les États-Unis veulent piéger l'Europe pour l'affaiblir et la disloquer. Instrumentaliser l'Europe. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont mis leur contrôle économique, monétaire sur l'Europe occidentale. C'est le dollar qui commande tout. Au niveau du Conseil de sécurité, les Européens sont obligés de suivre tout ce qu'ils font. Et, parenthèse, il y a beaucoup de gens qui disent, le plan Marshall, c'est le plan Marshall qui avait été fait pour organiser ce contrôle des États-Unis. Il y a le monde, il nous faut un plan Marshall. Des syndicalistes sont dans une réunion. Oui, il nous faut un plan Marshall pour sauver la poste, etc. Le plan Marshall, c'est l'illustration parfaite du zinc qu'on envoie avec un appât au bout pour pêcher le poisson. Le plan Marshall, c'est j'accepte la domination de criminels parce qu'ils me donnent des pistaches à un moment où je suis dans la difficulté. Je ferme la parenthèse, c'est pour que ça fait plan Marshall, tu n'as pas parlé de ça encore. Bref. Mais pour revenir aux intentions des États-Unis par rapport à l'Europe, je vais rappeler ce que l'un des experts, le plus grand expert des États-Unis, qui s'appelle George Friedman, numéro 1 de la CIA et du Pentagone, ce qu'il avait dit en 2015. Écoutez, représentant stratège numéro 1 de la CIA. La priorité des USA est d'empêcher que le capital allemand et les technologies allemandes s'unissent avec les ressources naturelles et la main-d'œuvre russe pour former une combinaison invincible. 2015. Voilà l'analyse des États-Unis. Donc, l'Europe, c'est un rival potentiel au moment où les États-Unis ont des difficultés qu'il faut écraser, il faut empêcher que, même pas le couple franco-allemand et la France à la remorque, mais que l'Allemagne ne se retourne vers la Russie pour constituer une alliance économique. Les États-Unis, ce n'est pas la guerre qu'ils craignent, qu'ils refusent. Au contraire, toute la guerre, c'est leurs intérêts, il faut l'utiliser. Ce qu'ils craignent, c'est justement la coopération pacifique entre les peuples. Ce qu'ils craignent, c'est qu'il y ait une désescalade des tensions entre la Russie et l'Europe. Donc il faut casser cette dynamique-là pour pouvoir rester hégémonique au niveau international. Ce n'est pas un hasard si les États-Unis sont à l'initiative de presque toutes les révolutions de couleur, Géorgie, révolution rose, orange, etc. Ce sont ses services secrets, c'est son argent. Ce n'est pas un hasard si M. George Soros, le milliardaire qui finance tous les mouvements soi-disant alternatifs de façon à infiltrer l'impérialisme américain,
ce n'est pas un hasard si ce George Soros avait déclaré que, il y a 6 ans de ça, à peu près, la date me passe, avait déclaré « Ma principale préoccupation aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Il faut qu'en Ukraine, on ait des forces capables de s'opposer à la Russie. » Ce n'est pas parce que Poutine mettait 100 000 soldats, c'est un plan qui était préparé. Et donc, il s'agit pour les États-Unis, en instrumentalisant les pays européens, de casser l'Union européenne et de faire en sorte qu'il soit vraiment un tampon pour les forces de l'OTAN et des alliés contre la Russie qu'ils veulent attaquer. Et c'est pour ça que, mes chers amis, on nous fait pleurer sur l'Ukraine. Ah, ils sont pauvres malheureux, on viole leur souveraineté, etc. Mais l'Ukraine, ce n'est pas un paradis démocratique comme on veut nous le faire croire. Il y a le peuple ukrainien qui a subi des exactions des gouvernements d'extrême droite. Et le nouveau président, ancien comédien, n'est pas directement un néo-nazi. On a beaucoup dit, Poutine a traité ces boucles de nazis. Non, ce monsieur-là n'est pas un néo-nazi, mais dans son pays, il tolère des groupes néo-nazis très actifs qui assassinent des gens. Si vous ne me croyez pas, allez chercher dans Google, le moteur de recherche à la mode, néo-nazis en Ukraine. Et puis, ce qu'ils ont fait ces 10 dernières années. C'est ça la réalité. Il y a des mercenaires états-uniens en Ukraine. On parlait de mercenaires russes au Mali, mais il y a des mercenaires états-uniens en Ukraine. Et puis ce gentil pays qu'il faut protéger, dont on agresse la souveraineté, ces dernières années, comment a-t-il traité les séparatistes, alors on dit les républiques autoproclamées séparatistes, de Lugansk et puis Donetsk, dans le Donbass? Comment a-t-il traité ça? Il y a une guerre. Il y a une guerre. Qui fait la guerre? Eh bien, il y a des gens ukrainiens qui disent, nous sommes russophones, nous sommes contre le fait que l'Ukraine se détache de la Russie. Vous avez créé l'État, il n'y a pas de problème, mais nous ne sommes pas d'accord, nous voulons collaborer avec la Russie. Et ils ont été opprimés. Donc ces gens-là se sont révoltés. Il y a eu des guerres et ils ont proclamé des républiques dans le Donbass. Depuis ça, combien de bombes ont été tirées par l'armée ukrainienne sur les habitants de ces... Ils se battaient, ils répondaient, il y a une guerre. Mais on nous fait pleurer sur le non-respect de la souveraineté. Jamais on ne nous parle des maisons détruites, des écoles détruites par les bombes ukrainiennes, de l'armée ukrainienne, dans ces régions-là. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas gris non plus. Donc il faut comprendre qu'il y a manipulation de l'information et que, justement, quand Poutine a massé ses soldats et puis a commencé à dire ne rentrez pas dans l'OTAN, nous n'allons pas accepter ça. Vous pouvez vérifier que des bombes sont parties de l'Ukraine pour attaquer les régions pro-russes, disons pro-russes pour prendre leur langage, et que la Russie a dit bon, donc les choses sont déclarées, il faut que je fasse mon procureur. Ça fait partie du jeu de guerre, je mets le jeu entre guillemets parce que la guerre c'est jamais un jeu, entre des rivaux impérialistes. C'est pas question de morale, c'est comme ça que la guerre se passe, c'est comme ça que les conflits d'intérêts se manifestent entre des gens entre lesquels il ne faut pas choisir. Il faut analyser une situation telle qu'elle est dans la réalité. Et ce qui est important, c'est que les médias français, le gouvernement français, tout particulièrement, se déchaînent pour soutenir l'Ukraine, pour dénoncer la Russie, pour appuyer des sanctions, etc. Il y a une instrumentalisation du conflit en Ukraine par la France de Macron. Pourquoi? D'abord parce ils ont choisi cette opportunité, pour détourner l'attention des politiques réactionnaires menées par le gouvernement Macron
et des conséquences. Comme il y a des résistances, il y a eu les gilets jaunes, on a pu mater. Il y a des mouvements qui commencent contre la dictature sanitaire, vaccinale, etc. Bon, et puis des élections approchent. Donc, il faut faire oublier tout cela. On ne parle plus que de l'Ukraine matin, midi et soir, à tous les journaux télévisés, radio. Dans l'Ukraine. Oui, il y a quelqu'un qui a dit, ah, je vais défendre mon pays dans l'Ukraine. La Russie est méchante. Poutine a de ceci, Poutine a de l'argent. Oui, bon, dernière information, il y a eu match nul entre Chelsea, etc. Bon, c'est fini. Donc on ne parle plus des problèmes fondamentaux. On ne donne plus aux candidats d'opposition au présidentiel l'occasion de défendre des programmes, de se battre des programmes. Et puis, on va diaboliser les candidats qui ne sont pas d'accord avec la propagande de Macron dans les médias. À tel point que les candidats alliés négligent, pour la plupart, qu'on dit « Non, je ne suis pas pour Poutine, je ne suis pas pour Poutine ». Ils ne vont pas développer l'idée de ce conflit entre l'OTAN et la Russie, entre les puissances impérialistes rivales. Ils ne vont pas dire c'est une manœuvre pour empêcher qu'il y ait un choix démocratique. Ils vont se dédouaner. Alors, là, en se dédouanant, je condamne Poutine, je ne suis pas pour Poutine, hein, et je soutiens l'Ukraine. Alors, là, il faut monter la cote de Macron, puisqu'ils se rallient à Macron et qu'ils ne font pas le travail de dénonciation qui devait être fait. Je profite pour dire, alors, notez cela, c'est particulièrement grave. Sur l'application, nous sommes tous anti-Covid. Pendant 24 heures, on a mis le drapeau ukrainien pour soutenir l'Ukraine. Vous vous rappelez quand nous disions que les passes anti-Covid, les codes barres, permettaient de contrôler les individus, de les instrumentaliser. Qu'est-ce qu'on avait dit? Mais non, c'est pour la santé, c'est pour soigner, pour éviter les contaminations. Nous avions expliqué que cela faisait partie du processus de fascisation de la société française en particulier. Que quelqu'un vienne expliquer ici, est-ce que c'est normal qu'on prenne l'application tous anti-Covid pour mettre un drapeau ukrainien pendant 24 heures? Enfin, je vous laisse réfléchir sur les conséquences de cette affaire. Alors, il est important que nous comprenions que cette guerre qui commence, on ne sait pas comment elle va se terminer. On ne sait pas quelles conséquences elle aura sur les plans économiques, sur les plans de débordement